Tu veux répondre à ma question? Tu peux répondre? Non. Non, tu peux répondre à ma question si tu veux. Parce que non, je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide, M. Raphaël. La réalisation nous regarde. Non, oui, la réalisation nous regarde. Je suis ici pour... On ne va pas finir l'émission sans élucider toutes ces questions. Quoi. Ça, là, je ne suis pas don, mais je suis là et pour donner mes idées. Bonsoir, comme tous les mardis, on se retrouve toujours au studio chez Kenny à Stockport dans notre studio avec Coco Njoko à la réalisation, moi-même Raphaël Ngoma le présentateur. Et nous aurons aussi, j'aurai à ma droite un ami de tous les temps, vous le connaissez, il s'appelle Maron Errata. Mais quand même, il se nomme Maron Errata, mais il est panafricain. Alors, si tu veux bien te présenter pour donner un peu du respect à nos spectateurs, nos téléspectateurs, présente-toi un peu parce que voilà, et puis on va continuer. Et je salue bien donc tous nos téléspectateurs et de ce jour, de ce moment-ci. Et c'est un très très grand plaisir d'être ici et de parler comme un Africain de l'Afrique et donc de me présenter devant votre audience. Je vous remercie. Merci bien. Voilà, on va essayer de parler de l'unité africaine. L'unité africaine à la croisée des chemins, le rôle qui pivot de la RDC face au retrait de la CEDEAO. Voilà. En allant plus loin, avant de poser ma première question, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu ce que vous entendez par panafricain, parce qu'on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. On va parler du panafricanisme aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Le panafricanisme, je veux vous dire que ce n'est pas une idée qui est venue de l'Afrique au départ. Le panafricanisme, c'est une idée qui est venue de l'Amérique et de l'Europe au 19e siècle, quand ils ont senti la peine des enfants, des fils d'Afrique qui sont sortis de l'Afrique vers tous les continents, c'est-à-dire l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Alors, l'idée du panafricanisme est de faire tout à ce que l'homme noir soit respecté en tant qu'un être, au vu de tout ce qu'on a vécu dans le passé avec l'esclavage, donc déshumanisation de l'homme noir. Alors, pour le moment, les gens donc le concept de panafricanisme était un peu déplacé puisque les gens associent le panafricanisme rien qu'à l'Afrique. Mais le panafricanisme est partout dans le monde. Tous ceux qui sont sortis de l'Afrique et d'une façon brutale et qui finissent, qui ont perdu leur origine. Voilà, le panafricanisme dans le sens africain, c'est-à-dire que aucun Africain, aucun pays africain ne peut être libre et ne peut se sentir à l'aise, être donc en sécurité tant qu'un autre pays de l'Afrique n'est pas en sécurité. Voilà. Oui, en tant que panafricain, alors, bien sûr, panafricain congolais, je dois insister sur le mot. Comment voyez-vous le rôle de la République démocratique du Congo dans la promotion de l'unité africaine et le renforcement de la coopération continentale, notamment dans le contexte récent où le pays, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui viennent de quitter donc la CEDEAO. Selon vous, quelles sont les implications de leur départ pour l'organisation et pourquoi ces pays ont-ils choisi de quitter? Voilà, merci beaucoup, M. Rango Tata. Et quand on parle de la CEDEAO, vous savez, c'est un bloc. Hein, et il y a la CEDEAO, il y avait l'autre bloc des 5 États de Sahel. Et le bloc des 5 États, c'est tout simplement pour lutter contre les unités terroristes et qui sont entrées en Afrique pour la première fois après la démolition, après la destruction de la Libye par les Occidentaux. Alors, je vais tout droit à votre question et je vais d'abord faire noter ici que le Burkina Faso a toujours été, on appelle ce pays-là le pays des hommes intègres. Alors, ils ont toujours cherché l'intégrité. Comment sont-ils arrivés là où ils sont arrivés? Et c'est-à-dire la prise de conscience
nos confrères africains, nos frères africains du Mali, de Burkina Faso et de Niger. Et c'était aussi de Guinée, mais la Guinée, on met la Guinée un peu à l'écart, puisque la Guinée, depuis leur indépendance, il n'y a que des coups. Tout le monde qui reste en Guinée, donc qui dirige la Guinée, casser le Mali et diviser le Burkina Faso et diviser le Niger. Donc, ils voulaient faire une dépiction. Donc complètement partager ce pays comme on a fait avec le Soudan. Et avec le Mali et le Burkina Faso, plus précisément, leurs dirigeants étaient des militaires qui voulaient aller défendre l'armée de ces pays-là. Et alors, ils ont été bloqués par les Occidentaux et l'ONU pour ne pas attaquer les djihadistes. C'est comme ça qu'ils ont compris, ils sont revenus et qu'ils ont commencé eux-mêmes par chasser leurs leaders, puisque, donc, avec les systèmes qui existaient, c'est-à-dire les leaders qui allaient se prosterner à l'Union européenne, leur dégager pour chercher à commencer à créer une liberté. Et comme ils ont toujours dit, les trois dirigeants disent que c'est un processus irréversible. Pourquoi sont-ils sortis de la CEDEAO? Puisque la CEDEAO a été utilisée par la France pour attaquer le Niger, alors, et le Mali. Alors, et vu que le bloc qui a été mis donc en commun par les généraux qui étaient des militaires, ceux qui ont formé la CEDEAO étaient des militaires. Tellement que ceux qui ont formé la CEDEAO étaient des militaires, l'ont formé rien que pour l'entraide, pour la fraternité du peuple de ce bloc. Au lieu de rester dans ce système de fraternel, et la CEDEAO a opté d'utiliser des sanctions comme les Européens contre ce peuple-là. Alors, voilà, ça n'a pas tenu et ce n'est pas un système qui devrait exister. Alors, ces gens se sont décidés de sortir et je suis très sûr que c'est dans la bonne voie. La RDC, c'est un pays qui doit jouer un rôle absolument primordial dans le panafricanisme. Partout en Afrique, et pas seulement en Afrique, partout il y a le panafricanisme. Et en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et donc en Asie. On parle toujours de Lumumba. Lumumba qui était un grand panafricaniste. Vous entendez parler de Kwame Nkrumah et vous entendez parler de Jomo Kenyatta. Ce sont des grands panafricanistes. Oui, mais je vous prends un peu au mot là. Il y a quand même des défis à relever parce que quand on pense aussi à ce qui se passe dans ces parties-là que vous venez de dire, quels sont les défis? Quels sont selon vous donc les principaux défis auxquels l'Afrique doit faire face aujourd'hui pour réaliser l'idéal panafricain? Et comment la République démocratique du Congo peut-elle contribuer à surmonter les défis? En deux petits mots. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup de défis. Et ces défis-là doivent être réduits au niveau individuel. Qu'est-ce que moi j'appelle le défi? C'est le système dans lequel ces pays ont vécu. Nous avons vécu depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on est pris dans la prise de ces Occidentaux et qui veulent toujours nous faire maintenir là où nous sommes. Et il y a beaucoup. Donc l'Afrique est un très grand continent. Un ou deux exemples de défis qu'on peut relever. Et voilà, le premier par exemple, la France qui dicte et à la CEDEAO et de punir le Mali et la CEDEAO a accepté. Et le défi, donc les conséquences sont claires. Alors, donc le Mali a dit je sors, le Burkina Faso a dit mais exactement c'est ça que nous n'aimons pas. Alors, l'autre défi par exemple, nous avons le président Kagame et nous avons la RDC et donc le Rwanda et donc être supporté et peut-être être manipulé
par les Occidentaux, nous voyons le Rwanda comme notre agresseur. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière le Rwanda? Qui veut balkaniser la RDC? Depuis combien de temps on a voulu balkaniser la RDC? Ce sont des défis que l'Afrique doit faire. Oui, tu sais que quand tu parles du Rwanda, on ne sera jamais du même avis parce que moi, je considère déjà le Rwanda comme étant l'agresseur, malgré tout ce qu'il y a derrière, tous ceux qui agressent le pays. Le Rwanda, il y a bien sûr les Occidentaux, les Américains, les Anglais, tout ça, donc les Britanniques qui sont derrière, mais nous voyons l'agresseur primordial. Le premier qui est en face de nous, celui qui est en face de moi, c'est Kagame et toute la panoplie des gens qui sont là. Alors, quand eux, ils attaquent, maintenant, vous, une question qui viendra maintenant, c'est quoi? Est-ce que je peux faire une mise en point? Non, laissez-moi finir la question parce qu'on doit considérer aussi la jeunesse africaine. Tu n'as pas besoin de mise au point, j'ai juste ajouté quelque chose. Non, puisque vous êtes négatif, je suis en train de faire une interview. Vous me posez négatif, puisque quand vous commentez par dire, je ne serai jamais d'accord avec vous, c'est un jugement que vous faites sur moi. Je ne suis pas négatif. Je veux que vous enlevez ce jugement-là. Voilà. Je suis votre interlocuteur, vous me faites une interview. L'enchaînement des idées, c'est ceci. Voilà. Il y a la jeunesse panafricaine qui est là. Quel est le conseil que vous allez donner à la jeunesse panafricaine? La jeunesse là, le panafricain congolais par exemple. Qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport à tout ça? Voilà. Et là, je vais aller tout droit pour vous dire qu'il y a un grand écart dans les générations. Quand nous parlons aujourd'hui dans le monde, les générations sont bien divisées. Il y a des générations X, génération Y, génération Z et génération Alpha. Vous pouvez citer toutes les lettres d'alphabet. Non, attends, vous me posez la question. Génération Alpha, c'est la génération qui est née après 2010. Génération Z, Gen Z, ce sont des gens qui sont nés donc aux environs de 2000. Alors, ces générations sont très, très, très sensibles, que ce soit en Europe. Le problème, c'est de donner un conseil à ces jeunes-là pour le développement panafricain, le développement de l'Afrique. C'est ça le conseil que je veux que tu donnes à ces jeunes-là. Il faut leur donner un conseil. Qu'est-ce que la jeunesse doit faire? Tu veux répondre à ma question? Tu peux répondre? Non. Non, tu peux répondre à ma question si tu veux. Parce que non, je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide, M. Raphaël. La réalisation nous regarde. Non, oui, la réalisation nous regarde. Je suis ici pour... On ne va pas finir l'émission sans élucider toutes les questions. Ça, là, je ne suis pas don, mais je suis là et pour donner mes idées, pas les tiennes. Oui, le message que vous souhaitez adresser à la jeunesse panafricaine. Là, je vais arriver. Comment vous allez les inciter à aller au développement de l'Afrique? C'est ça que je veux. Vous avez déjà perdu beaucoup de mon temps. Là, je veux vous remettre sur le chemin. Non, je ne suis pas à côté. Donnez le conseil. Vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas ce que je veux, mais faites-moi comprendre, donne le conseil. Voilà. Alors, le Gen Z, c'est-à-dire des jeunes qui n'aiment plus l'injustice. Ce n'est pas l'injustice seulement en Afrique, partout dans le monde. Alors, les nouvelles générations africaines, j'ose croire qu'ils auront la même potentialité et la même opportunité de comprendre le monde dans le sens global qu'il est maintenant. C'est-à-dire avoir des informations claires sur ce qui s'est passé. Les Gen Z, même ici, ce sont des jeunes qui font des marches contre ce qui se passe en Afrique. Et ce sont des Blancs. Alors, les Gen Z de nos pays africains doivent prendre cette opportunité pour faire réjaillir ces sentiments-là africains, se connecter, savoir en réalité ce que c'est l'Afrique, puisqu'ils sont séparés par beaucoup de fléaux, manque de communication, manque d'informations fiables et manque de coopération. Vous ne verrez pas peut-être les jeunes de la RDC faire des voyages en Afrique du Sud dans des écoles. Non. Et voilà, c'est ça, c'est que je veux et je vous disais, c'est ça, c'est que je veux que les jeunes africaines prennent l'opportunité de comprendre le monde là où il est maintenant par rapport à notre histoire. Et c'est que nous leur donnons comme conseil. Nous ne sommes plus de cette génération-là. Vous avez moins de morale que vos enfants. Et ça, c'est radical. Vous supportez plus le mal des autres que vos enfants. Et c'est la différence des générations. Alors, si vous êtes plus grand que moi, vous supportez plus de mal donc, aux autres que moi. Et moi aussi, je suis plus âgé que les autres. Je supporte peut-être, je vais supporter le mal
de voir le mal se passer plus que les autres. Alors que les jeunes Africains, les enfants, nos enfants, prennent donc saisissent cette opportunité-là pour comprendre, qu'on leur donne la chance de comprendre le monde là où il est maintenant. Merci bien pour votre réponse. Mais face aux dynamiques géopolitiques mondiales actuelles, comment l'Afrique, et en particulier la RDC, peut-elle naviguer en coopération internationale et préserver son autonomie pour garantir son développement durable? Ben, je crois que la RDC, depuis que le président Tshisekedi était le président de l'Union africaine, je crois que vous l'avez suivi assez souvent, il fait recours à parlons, faisons des dialogues. Et en faisant sa campagne, il est rentré pour dire allons-y faire la guerre. Alors, il est en train de chevaucher un peu. Mais en réalité, excusez-moi, la RDC peut bien garder son autonomie. Mais l'autonomie de la RDC sera une bonne autonomie si, et si seulement si, ça vient de nos concepts de l'Afrique. Malheureusement, M. Rango, l'Union africaine, je vais vous dire que c'est un espion de l'Europe, puisque l'Union africaine est totalement... justement vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez exactement de l'Union africaine. Voilà, l'Union africaine est totalement financée par l'Europe. Par l'Europe. C'est-à-dire que quand nos dirigeants font des réunions, ils ont des Européens qui financent, qui écoutent tout ce qu'ils disent. Qui assistent même aux réunions. Alors, comment vous allez vous arranger à vous développer au moment où vous avez des adversaires de vos développements qui vous écoutent tout le temps? Donc, c'est très difficile. Et la RDC peut contribuer à faisant à ce que la richesse de la RDC reste en Afrique, bénéficie en Afrique pour que l'Union africaine soit financée par les Africains. Comme ça, on peut faire un pas vers notre propre développement. On s'approche petit à petit à la fin de notre émission, en tout cas. De prime abord, j'aimerais d'abord vous féliciter d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Mais un petit mot par rapport à ce qui se passe un peu. Vous, en tant que panafricain, vous acceptez quand même celui qui fait du mal à ton pays, vous l'acceptez comme étant votre frère. Est-ce que c'est tout à fait normal pour vous? Et non, ce n'est pas... Donc, quand on regarde dans le concept live, dans le concept virtuellement maintenant, ça semble un peu bizarre. Mais si ça me semble un peu bizarre, la question que je peux me poser... Ce qui est bizarre restera bizarre, je crois. Non, je vais me reposer cette question. Je vais me reposer cette question. OK. La Belgique, Léopold, avait tué 12 à 20 millions de Congolais. Pourquoi est-ce qu'un Congolais se sentirait heureux en Belgique? Alors, il faut qu'on revienne dans la logique. Je me pose cette question-là pour que je vienne dans la logique moi-même. Et si, je me rappelle encore, donc en Rhodésie, les Anglais ont massacré les Rhodésiens. Dans l'NHS où je travaille, il y a beaucoup de Zimbabwéens. Dans le contexte panafricain, avant qu'on termine en tout cas, parce qu'on a le temps qui nous est imparti, qui vraiment arrive à sa fin. Dans le contexte panafricain, je n'aurais pas voulu que vous nous donniez un exemple comme de la Belgique comme un exemple. J'aurais bien voulu que tu restes dans l'exemple africain. Parce que nous parlons du panafricanisme. C'est ça qu'au début de l'émission, je vous avais posé la question de savoir ce que c'est que le panafricanisme. J'ai répondu à votre question. Vous avez répondu à ma question, mais l'exemple que vous donnez à la fin, la base de votre question, vous allez me donner l'exemple de la Belgique. Alors je voudrais... Monsieur Raphaël, la base de votre question n'avait rien à foutre avec le panafricanisme. Voici votre question. Si quelqu'un vous agresse, comment vous pouvez l'appeler frère? Vous n'avez pas dit c'est un Africain. J'ai bien dit, on parle du panafricanisme. Donc, en étant panafricaniste, on a parlé de conseils des jeunes dans le monde africain. On a parlé des Africains. On a parlé de conseils que vous allez donner aux jeunes Africains. Donc, quand on parle du panafricanisme ici, on est en train de considérer le secteur, un seul secteur, c'est l'Afrique. Vous savez, M. Raphaël, c'est très, très, très triste que les Africains s'entretuent.
Et attends, donne-moi 2 minutes. Ne faites aucun commentaire sur mes mots. Et alors, combien je suis content de vous parler. Combien de millions les Africains s'entretuent. Combien de millions sont morts en Angola? Ce sont les Angolais qui tuaient des Angolais. Personne n'a jamais accepté ça. Laisse-moi finir, laissez-moi. C'est parce que vous voulez en parler comme si les gens ont accepté, ont bien voulu, étaient contents. Et moi, j'étais en Angola pendant la guerre aussi. En Somalie. J'ai fait 2 ans en Angola pendant la guerre. C'est une guerre qui a été très bien publiée. Tout le monde le sait. Il y a des documents. Alors, et en Somalie, les Somaliens tuent, jusqu'à présent, les El Shabab tuent les Somaliens. Au Nigeria, vous avez les Boko Haram qui tuent les Nigériens. Et en RDC, vous parlez de M23. Ce sont les anciens militaires congolais qui tuent les Congolais. Quand vous allez en République centrafricaine, Bemba a été jugé en Hague pour avoir commis ces atrocités contre les Africains en Afrique centrale. Et partout où vous voyez ça, en tant que panafricanisme, c'est le sang qui coule dans mon cœur. Et ce n'est pas une joie. Je ne suis pas là pour débattre, pour vous dire et trouvons cette solution. C'est une peine sérieuse dans mon cœur. Là, et je dois vous répondre pour vous dire ça. Alors, donc c'est une peine. Les Africains sont très tués. On ne s'entend pas. La RDC a toutes ces 450 langues. Il y a le tribalisme et donc sérieux, des fléaux. Ce sont des trucs qu'on doit dépister pour parler même le concept de panafricanisme. Merci beaucoup, Maron. Pour terminer cette émission, quel est votre dernier mot? Un petit mot, une idée générale dans ce dont nous venons de parler. Je vais de prime abord vous remercier pour m'avoir reçu. Je suis un lumumbiste, je suis un panafricaniste très radical. C'est pourquoi je ne voulais pas, j'étais un peu chaud pour vous dire que quand je parle de l'Afrique, qu'on ne pose pas le pied sur mon pied. Alors, je voudrais vous remercier. Je remercie M. Coco Njoko et tous les réalisateurs de cette émission. Merci surtout tous nos auditeurs. Je vous remercie très sincèrement, M. Ramon. Merci beaucoup. Tout le plaisir est partagé. C'était vraiment une belle émission. Raphaël Ngoma, j'étais donc moi-même à la présentation. Notre réalisateur, c'est Coco Njoko et mon invité, c'était Maron Ehata. Ce serait un grand plaisir de vous retrouver encore la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup.